Ludovic. Bonjour. Alors, j'ai le plaisir de te recevoir aujourd'hui pour ton livre Le suicide monétaire. Tu vas pas avec le dos de la cuillère, je l'ai lu. C'est sûr que tu vas pas te faire que des amis. C'est quoi ton parcours pour arriver à nous sortir toutes ces réalités? Alors, moi je suis français d'origine, franco-suisse maintenant. Je suis originaire de Haute-Savoie, Oui. Annecy, et j'ai un parcours un peu international dans mes études. J'ai fait Sud de Corinthe à côté de Paris, et puis ensuite Middlesex University à Londres. Et puis, je devais faire mon service militaire à l'époque, puisque le président Chirac avait fait cette réforme, mais j'étais encore dans l'ancien système. Du coup, je devais faire mon service militaire et j'avais pas vraiment envie de le faire dans les rangs. Du coup, j'ai trouvé un service en coopération et puis je suis parti aux États-Unis pour travailler pour une multinationale française dans l'équipement sportif. Et du coup, j'ai donc passé 4 ans aux États-Unis pour m'occuper de cette marque textile et chaussures, Oui. et que j'ai relancée sur le marché américain. Et voilà, donc j'étais très occupé, j'avais beaucoup de marge de manœuvre sur cette mission qu'on m'avait donnée. Et donc je suis arrivé aux États-Unis en 2000 et voilà, j'étais aux États-Unis quand il y a eu les attentats de 2001 à New York et j'étais assez impressionné par ce qui s'est passé et j'ai eu une réaction assez immédiate où je ressentais que le narratif qui était présenté dans ce qui s'était passé ne tenait absolument pas la route. Je croyais pas un mot de ce que les médias et la télé racontaient. Donc voilà, j'ai commencé à faire des recherches sur ce qui s'était passé ce jour-là. Et je suis très curieux de nature, donc je vais souvent dans des chemins peu fréquentés ou des choses très décalées. Et suite à ça, je me suis mis un peu le nez dans la finance, même si j'ai une formation de finance, c'est pas ma spécialité, parce que je suis plutôt business administration, management international. Et puis de fil en aiguille, donc j'ai cherché à savoir ce qui s'était réellement passé ce jour-là, et j'ai mis mon nez dans la finance plus en détail. Et voilà. Et au fil du temps, mais assez rapidement, j'ai compris ce qui s'était passé le 11 septembre. Et je suis rentré en Suisse et j'ai continué mes recherches par rapport au système monétaire. Et donc voilà, j'ai beaucoup travaillé à l'école autrichienne d'économie aussi, Oui, j'ai vu sur ton livre, oui. donc qui met au cœur de l'économie l'homme et pas des chiffres. La microéconomie. Voilà. Oui. Et je me suis penché sur beaucoup de points différents pour essayer de bien comprendre le système monétaire, comment il fonctionne. Et voilà, j'ai fait des découvertes assez stupéfiantes et je voulais partager tout ce que j'ai découvert en écrivant un livre. Voilà, j'ai été pendant une période assez prolongée pas bien du tout, parce que j'ai fait des découvertes qui m'ont beaucoup surprise et j'ai eu un fort sentiment d'injustice en fait, et c'est pour ça que j'ai voulu écrire ce livre. Alors, après nous avoir dit quel est ce beau parcours, moi j'ai lu ton livre et j'ai plein de questions à te poser. Notamment, j'ai pris des notes, où tu dis « Dès qu'une monnaie est monopolisée par une institution gouvernementale ou financière, par le biais du cours légal, nos libertés sont menacées, notre prospérité est mise en péril et la tyrannie commence à apparaître. » Là, ça c'est dans les premières pages, ça démarre très fort. Explique-nous pourquoi. Disons que le principe fondamental, c'est que on ne peut pas créer de la monnaie à partir de rien.
La monnaie, historiquement, a été choisie par ses utilisateurs depuis des millénaires. Il y a différentes sortes de monnaies qui sont apparues au fil du temps. Des pièces de différents métaux, de l'argent, Le sel, même au départ. voilà, le sel au départ. Et petit à petit, il y a eu un basculement naturel vers l'or métallique et l'argent métal aussi. Et donc voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que la monnaie, c'est une réserve de valeur, qui permet d'établir une confiance entre les personnes qui échangent des biens, des services, et que cette valeur correspond à un travail effectué et à un produit fourni, une prestation fournie. Et voilà, donc on a basculé sur un système qui avait une couverture d'or métallique partielle au départ. Et puis ensuite, il y a les banques centrales qui se sont créées. Bon, après, il y a tout l'historique de la création des banques centrales. Il y a plein de gens qui ont écrit des livres à ce sujet. Je me suis pas étalé là-dessus, mais ce qui s'est passé réellement, c'est qu'une poignée de gens très puissants, de familles financières très puissantes, je parle des Warburg, des Rockefeller, des Rothschild et d'autres familles, se sont regroupées en pools au début du XXe siècle, avant la création de la Banque centrale américaine, donc la Fed. Et ils se sont retrouvés sur une île qui s'appelle Jekyll Island, qui était une île très luxueuse pour des gens très puissants qui avaient beaucoup d'argent. Et ils venaient en retraite sur cette île qui est au large des États-Unis, qui est pas très loin. Hein. Et ils ont, en toute discrétion, en fait, commencé à travailler sur un projet de loi sur le Federal Reserve Act. Et ils ont donc des banques très puissantes qui se rencontrent en toute discrétion sur une île pour pouvoir discuter de la création d'une banque centrale. Voilà, il y a plusieurs auteurs qui donnent des détails sur la façon dont s'est déroulée cette réunion ultra secrète. Et tout le process de la création de cette loi qui allait mettre en place cette banque centrale a été étudié dans les plus grands détails et ils ont pu imposer donc la création d'une banque centrale. Pour s'accaparer des richesses, et non pas pour servir le peuple. Oui, pour s'accaparer surtout le privilège exorbitant de pouvoir créer de la monnaie, mais surtout une monnaie qui très rapidement s'est trouvée une monnaie créée à partir de rien. Donc quand on crée de la monnaie à partir de rien et en plus on demande des intérêts, il y a un vrai problème. À travers ton livre, après les propos que tu viens de tenir, mon impression personnelle, c'est que la monnaie, en fait, représente de la création de valeur humaine. C'est-à-dire que ce soit un plombier, un médecin, lorsqu'on fait une prestation pour quelqu'un, on crée de la valeur. Et que cette monnaie, donc, sanctionne cette création de valeur. Or, ce qu'on lit à travers ton livre, c'est qu'en fait, la monnaie aujourd'hui ne crée pas de valeur, c'est un espèce de médium qu'on s'échange les uns avec les autres, qui circule, qui à la limite ne vaut rien, mais rassure tout le monde, parce qu'on s'échange de la monnaie par rapport à nos prestations, ou par rapport à nos œuvres, ou par rapport à nos idées. Et donc, il y a les utopistes qui disent « Ouais, mais ça fait rien si la monnaie vaut rien. L'essentiel, c'est que ça circule, et puis qu'on s'échange de la monnaie, et puis qu'on puisse manger tous les jours, payer nos loyers tous les jours, et puis ça va très bien comme ça. » Donc en quoi, et là je te provoque un peu, en quoi la monnaie doit être adossée, comme tu l'expliques très bien dans ton livre, à une valeur, la valeur métal, la valeur or, justement, et pourquoi ça doit être adossé à une valeur or? Eh bien, tout simplement parce que le droit pénal punit la fausse monnaie, le faux monnayage. On est d'accord? Oui. Si vous montez une offset dans votre cave
pour Fabriquer des faux billets. fabriquer des faux billets, vous allez vous retrouver en prison très rapidement. Hein. Donc c'est exactement ce que font les banquiers aujourd'hui à travers les réserves fractionnaires, à travers leur quantitative easing. On ne peut pas créer de la monnaie sans fournir une contrepartie productive. C'est-à-dire que tout travail, hein, par exemple une infirmière qui travaille pendant une semaine, Elle crée de la valeur. elle crée de la valeur, et cette valeur doit avoir une référence, un étalon. D'accord. Et cet étalon doit correspondre à une valeur tangible et peut être représentée par Alors, de l'or c'est ce que physique. tu expliques dans ton livre, justement, c'est que, notamment, tu fais l'exemple du tailleur, un costume qui valait une once d'or à une certaine époque. Compte tenu du cours de l'or aujourd'hui, le costume vaut toujours une once d'or. Oui. C'est-à-dire que ce que tu viens d'expliquer, c'est qu'un travail doit être défini par une certaine valeur, et cette valeur est rattachée à l'or, notamment, puisque c'est la valeur essentielle que les gens connaissent et sur laquelle les gens s'accrochent. Alors, tu nommes aussi, par rapport à la Fed, on va revenir là-dessus, la phrase, ou tout du moins l'expression de Thomas Jefferson, qui a été président des États-Unis entre 1801 à 1809, et qui avait dit « Si jamais le peuple américain permet aux banques privées de contrôler l'émission de sa monnaie, d'abord par l'inflation, puis par la déflation, les banques et les entreprises qui vont grandir autour d'eux priveront le peuple de toute propriété jusqu'à ce que leurs enfants se réveillent sans abri sur le continent. Les pères vaincus. Je crois que les institutions bancaires sont plus dangereuses pour nos libertés que les armées permanentes. Le pouvoir d'émission doit être retiré aux banques et restitué au peuple à qui il appartient. » Ce qui me permet d'arriver sur la deuxième question. Comment vois-tu les choses pour que le peuple, si toutefois il se réveille, je vais être aussi provocateur que toi, mais ça se réveille de plus en plus parce que les gens commencent à comprendre. Et c'est vrai qu'il ne faut pas en vouloir aux gens de ne pas être éveillés puisqu'on les a pas enseignés. On leur a pas expliqué comment fonctionne le système. Ça fait pas partie des cours. On devrait l'apprendre, si je fais référence à la France, en 6e, en 5e, en 4e, on devrait apprendre toutes ces choses-là. La constitution, la monnaie, la finance, etc. C'est du basique, normalement. Donc, aujourd'hui, comment vois-tu que le peuple puisse se réapproprier la valeur de la monnaie, ou l'émission de la monnaie, ou le contrôle de la monnaie? Alors, il y a plusieurs choses à faire. On est dans une situation, je vais dire, critique. Oui. Parce que on va avoir un ouragan bancaire, monétaire, parce que ce système de fiat currency, qui est de la monnaie, monnaie frauduleuse, nous conduit droit à la ruine. Mais toi, tu dis qu'elle est frauduleuse. Oui. Mais pour le particulier, pour le citoyen, il ne sait pas qu'elle est frauduleuse. Oui, parce qu'ils ont pas connaissance des tenants et des aboutissants pour pouvoir générer de la monnaie. Comme vous disiez tout à l'heure, où on peut se tutoyer. Absolument, Hein. Oui. Comme tu disais tout à l'heure, les gens utilisent la monnaie comme ça sans se poser de questions. Oui. La réalité, c'est que il y a eu une inflation énorme, donc une augmentation des prix ces dernières décennies, puis la Seconde Guerre mondiale principalement. En fait, la fausse monnaie qui est émise génère une inflation. Absolument. Et elle génère de la dette. Tout est basé sur la dette, en fait. Si je te comprends bien, autrefois, on va dire, un billet de 100 francs représentait tant de grammes d'or, et ils ont émis 500 billets de 100 francs qui représentent toujours le même gramme d'or. C'est-à-dire que le billet en soi ne vaut plus la même chose. Si je comprends bien ce que tu nous expliques. Oui, c'est-à-dire que en fait, il faudrait qu'on retourne sur un système avec une couverture à 100%. C'est-à-dire que la monnaie fiduciaire, les billets, les pièces et la monnaie scripturale soit une fraction d'une quantité d'or donnée. Cette quantité d'or donnée n'a pas d'importance.
Ça pourrait être 500 kilos, ça pourrait être 1 tonne, ça pourrait être 2 tonnes, ça n'a pas d'importance parce que c'est une fraction de ce stock. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a plusieurs cas de figure. Par exemple, si ce stock est faible, eh ben, en fait, il y aura la monnaie fiduciaire et scripturale sera fractionnée et elle va prendre de la valeur. Parce que plus la réserve de stock d'or est faible, plus ça va faire augmenter le pouvoir d'achat. Ça va donner de la valeur aux billets qui seront émis par rapport à cette référence de stock. Et en fait, qu'est-ce que ça va engendrer? Ça va engendrer une déflation, une baisse des prix, donc une baisse des coûts. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on retournait sur une couverture d'or métallique à 100%, il va y avoir une destruction de la dette. C'est tous les actifs qui ont été générés par de la dette frauduleuse vont être liquidés et les prix vont baisser considérablement. Ça veut dire que concrètement, par exemple, des Français, des Suisses qui veulent acheter leur baguette de pain, par exemple en France, on la payera plus 1,10 €, on la payera 5 ou 10 centimes. Et que le fameux centime vaudra beaucoup plus cher puisqu'il est adossé à l'or. Voilà, c'est ça. Alors qu'aujourd'hui, il est adossé à rien. Voilà. La fausse monnaie est une infamie, c'est un crime, c'est répréhensible par le droit pénal dans la législation. Personne ne peut faire du faux monnayage. Pourtant, c'est exactement ce que les banques font, les banques centrales, les banques commerciales à travers les réserves fractionnaires. Ça, c'est encore un autre point que j'explique dans mon livre. Oui. Mais donc, en fait, il y a un certain nombre de personnes qui disent que la monnaie elle est entre des mains privées, donc la Banque centrale américaine est une corporation, donc une société privée, c'est un pool bancaire, donc même s'il a un nom gouvernemental, ce n'est pas gouvernemental, c'est associé à des banques qui contrôlent le système. Donc le vrai pouvoir, déjà, il n'est pas politique, il est monétaire. C'est-à-dire que vous avez la première couche de la pyramide, c'est le pouvoir monétaire. Celui qui contrôle la monnaie, il contrôle tout le reste. C'est ce que disait d'ailleurs Amschel Rothschild tout au départ de la dynastie. Donnez-moi le contrôle de la monnaie, je me soucierai pas de qui fait les lois. Absolument. Voilà. Alors, puisque tu dis que la monnaie doit être gérée par le peuple et adossée à l'or, donc contrôlée par le peuple, donc là il y a toute une réflexion à avoir, mais tu parles aussi dans ton livre des bullion banks qui fixent le cours de l'or. Oui. Alors, comment, parce que là il y a un paradoxe, oui. Comment le peuple peut contrôler sa monnaie pour lui donner de la valeur en fait, et pour être certain que sa monnaie est adossée à l'or, si ce sont les banquiers qui fixent le cours de l'or? Alors justement, le fixing de Londres est dans les bureaux de la banque Rothschild. Donc le cours de l'or et de l'argent aussi métallique et d'autres métaux précieux sont manipulés, c'est clair. L'or aujourd'hui, on est passé 35 $ l'once dans les années 70 à 1850 et quelques aujourd'hui. L'or n'a pas pris de la valeur. Elle est restée stable parce que l'or c'est un produit qui est rare, relativement rare. Il y a une extraction qui se fait, il est utilisé dans l'industrie, il est utilisé sur les semi-conducteurs. Voilà, dans l'investissement aussi, il y a des gens qui achètent de l'or. Mais c'est justement parce qu'il est en quantité limitée qu'il est utilisé comme étalon. Et alors, il y a le platine aussi. Et puis... Oui, il y a d'autres métaux précieux. Le professeur Marc-Henri, dans sa préface, indique d'autres potentiels métaux qui pourraient être utilisés puisqu'ils sont aussi rares. Sa préface parce qu'il rejoint certaines données de la physique quantique. Oui. Et on est un petit peu dans le quantique à l'heure actuelle puisque on sait que au niveau de la physique quantique, tout ce qui est matière vient du vide. Et aujourd'hui, en fait, l'argent vient du vide. Il n'y a rien derrière. Il n'y a pas de métal. C'est adossé à rien. On fait croire aux gens qu'ils sont riches avec des billets,
avec des chiffres qui sont sur leur compte, mais qui sont juste Mm. des numéros, en fait, qui sont gérés par des ordinateurs. Mais en fait, ça ne représente rien, ça peut s'écrouler demain matin. Tout à fait. Donc là, on est dans une situation critique, juste pour faire short et prendre quelques raccourcis pour que Oui. les gens comprennent. Il y a une poignée de gens très puissants, de familles financières très puissantes, qui ont mis la main sur le système monétaire parce que évidemment, c'était la maîtrise ultime du pouvoir et d'un agenda. Donc, ça a permis le développement de produits financiers et surtout de la spéculation. La spéculation est la conséquence d'une monnaie frauduleuse. Donc, on sait qu'il y a des marchés qui sont complètement dérégulés, le shadow banking. Donc, il y a des activités parallèles où il y a des sommes considérables et colossales qui circulent sans aucune régulation. Et tous ces marchés financiers où il y a des gens qui se font de l'argent très rapidement, des sommes colossales en quelques secondes parce qu'ils font de la spéculation. Ce sont des marchés qui sont la conséquence en fait d'une monnaie qui est frauduleuse, qui est émise en permanence et qui permet de financer de la dette et en plus de demander des intérêts. Donc ça permet aussi, en fait, cette fausse monnaie permet de financer des programmes politiques complètement démagogiques et d'endetter constamment les États. Au cœur de tout ça, il y a le Fonds monétaire international, il y a la Banque des règlements internationaux à Bâle, qui est une organisation complètement opaque, qui est en fait un petit peu la mère des banques centrales, où ils s'arrangent entre eux. Mais grossièrement, la plupart des banques centrales mondiales sont contrôlées par le Fonds monétaire international, la Banque des règlements internationaux et des gens très puissants qui tirent les ficelles. Donc la réponse qu'on peut apporter, il y a une réponse plus à moyen terme et une réponse plus à court terme par rapport à ce qui va se passer. Aujourd'hui, ce qui est important, à mon avis, c'est de s'assurer qu'on puisse acheter et vendre et échanger entre soi, en fait, avec des amis, avec des partenaires, voilà. Donc, à mon avis, ce qu'il faudrait faire dans un premier temps, c'est déjà émettre des pièces de cuivre et d'argent pour qu'on puisse financer et payer, acheter, vendre des produits de première nécessité. Ce qui aurait beaucoup plus de valeur qu'une monnaie numérique ou des bitcoins qui sont en train de se créer et qui reposent sur rien. Voilà. Sachant que le numérique, tout dépend de l'électricité. Si on nous coupe l'électricité, qu'est-ce qui se passe? Il se passe plus rien. Et tous les bitcoins et autres monnaies qui sont en train de se créer de toutes parts, sans autorisation des États d'ailleurs, simplement pour créer des échanges et qui, soi-disant, prennent de la valeur. Est-ce que tu crois sincèrement que les gens qui sont en place, les Rothschild, les Rockefeller, et les Warburg et compagnie, vont laisser ces monnaies-là exister? Alors, je pense que sur la blockchain et les cryptos, je parle un petit peu des cryptos en fin de livre. Je dirais que la quasi-totalité des crypto-monnaies sont des fake monnaies. C'est de la monnaie fiat, donc c'est basé uniquement sur la confiance. Alors il y en a qui vont dire parce qu'ils sont investis, tout ça. Je suis désolé, mais c'est une pyramide de Ponzi. Voilà, c'est une pyramide de Ponzi. Donc il n'y a pas de valeur intrinsèque derrière, il n'y a pas d'actif réel qui est derrière ces crypto-monnaies. Donc ça, faut le savoir. Après, il y a certaines crypto-monnaies qui sont en train de se développer. J'ai connaissance de sociétés qui commencent à développer ça et qui en fait mettent en place un système qui permet d'avoir des cryptos complètement adossés à de l'or physique à 100%, avec des tokens, etc. Donc ça peut être intéressant. Mais ça, c'est toujours dans une perspective où on a accès à l'électricité, où on fait quand même malgré tout partie du système, parce qu'à partir du moment où on se branche sur l'électricité, on est dépendant de différentes choses. Moi, ce qui me fait plus peur à court terme, c'est des pénuries alimentaires. Ils sont en train d'organiser je vais pas parler de l'agenda, on le connaît.
il y a... Enfin, si on lit le livre Le Great Reset de Klaus Schwab, Oui. normalement on a l'agenda. Voilà, normalement on est censé le connaître. Donc Klaus Schwab, il dit quoi? Il dit en 2030, vous n'aurez plus rien, mais vous serez heureux. Donc l'agenda est un agenda machiavélique. Faut utiliser la bonne terminologie. C'est effectivement un agenda machiavélique qui consiste à détruire notre autonomie économique et financière. Donc à travers la technologie, à travers l'intelligence artificielle et couplé à ça la santé, le transhumanisme. Donc on voit bien que la crise du Covid leur a permis d'atomiser les gens, les isoler et de pouvoir les préparer à l'étape suivante qu'ils aimeraient mettre en place. Je ne sais pas s'ils vont y arriver, mais c'est d'imposer un euro numérique avec une monnaie contrôlante qui est ni plus ni moins un crédit social à la chinoise. Donc en fait, l'incubateur de leur projet, c'est plutôt la Chine, qui est déjà bien avancé, reconnaissance faciale. On peut plus rien faire sans téléphone portable en Chine. Hein. Si vous avez des points, c'est un peu comme le crédit, le permis de conduire à points. Oui, c'était en fait une initiation à une forme de crédit social. Hein. Déjà à l'époque, ça fait déjà quelques années que ça existe, hein. Mais on a préparé les gens potentiellement à leur retirer des points. Bon citoyen, c'est ça. Mauvais, ça normal, voilà, qui trouve ça normal, bon citoyen, mauvais citoyen, etc. Et donc en Chine, c'est largement développé. Bon, la Chine est une dictature. La Chine est une dictature. Les gens se sont laissés enfariner dans un système de surveillance très avancé. Je parlais de la reconnaissance faciale. La reconnaissance faciale est en train de s'installer tranquillement en France. Je parle de différentes villes, Nice. Oui, Nice a été un projet pilote. Ouais, voilà. En fait, il y a un agenda de contrôler nos vies, nos existences, nos pensées. Nos pensées. Mais personne n'y croit. C'est tellement gros que personne n'y croit. Oui. Oui, alors personne n'y croit parce qu'il y a différentes notions à prendre en considération dans ce qui est en train de se passer. Moi, je dirais, pour revenir à ce que je mentionnais tout à l'heure, je pense que on va potentiellement basculer dans une période de pénurie, parce qu'ils sont en train d'organiser des pénuries, justement. Ils allument des feux à différents endroits pour faire diversion, en fait, ils allument des feux à droite à gauche. Théâtre, voilà. La guerre en Ukraine, le climat ici. Les feux au Canada. Voilà. Et Maui aussi. voilà. Là, on est en pleine canicule. Bon, c'est l'anticyclone des Açores, mais non, on va appeler ça un dôme. Un dôme. On est sous un dôme. C'est le dôme, c'est la pression. C'est vous savez quand vous faites des pop-corn, la poêle, vous mettez le dôme, puis vous êtes prisonnier. Donc la terminologie anxiogène est évidemment là, faite pour angoisser les gens. Donc tout est là pour nous faire peur. Les médias de masse sont là pour nous faire peur et nous préparer à ce qu'ils vont essayer de mettre en place prochainement. Donc il y a des urgences à faire. Je pense que ce soit en Suisse ou en France, c'est pas compliqué de commencer à émettre en fait des pièces d'or, des pièces d'argent et des pièces de cuivre, argent-cuivre pour les biens de première nécessité, qui permettraient en fait très rapidement de pouvoir échanger des biens et des services, acheter, vendre dans une situation de crise, parce qu'on ne sait pas exactement ce qui va se passer. Mais l'euro numérique qui est déjà bien prévu là, ça fait déjà longtemps hein, qu'il est déjà prêt. Je pense qu'ils vont essayer de l'imposer au mois de septembre, octobre, commencer à... est-ce qu'ils vont déclencher une crise majeure pour pouvoir le justifier? Parce qu'ils vont devoir le vendre, ça. Ils vont être obligés de faire comprendre ou de pousser les gens à prendre un compte. Ils pourront dire c'est comme ça, puis c'est tout. Oui, c'est aussi une option, parce que semble-t-il que chacun d'entre nous aurait déjà une identité numérique. C'est clair, puisqu'on a un numéro, enfin en France en tous les cas, on a un numéro de sécurité sociale dès la naissance.
Oui. Donc on a une identité numérique C'est ça. dès la naissance. Alors cette monnaie contrôlante est extrêmement dangereuse parce qu'en fait c'est la fin de nos libertés. Ouais. En fait, ils contrôlent tout, toutes les transactions, qui achète quoi, qui peut acheter quoi et quand. Et la grosse différence par rapport au système actuel, c'est qu'ils pourraient savoir en temps réel où vous êtes, ce que vous achetez, ce que vous consommez. Ils le savent déjà plus ou moins. Ouais, mais là, la différence, c'est que les banques commerciales ne seraient plus en ligne de compte. Ce serait un compte à la banque centrale avec une grosse machine, un monstre, quoi, la bête, quoi. Et c'est là qui contrôlerait toutes les transactions. Et puis évidemment, ça permettrait d'identifier tous les résistants, tous les rebelles. Absolument. Et puis, C'est déjà plus ou moins fait. Hein. soit les mettre en Ouais. prison, soit s'en débarrasser, soit. Absolument. Donc, non, on est face à des gens qui sont prêts à tout. Est-ce qu'ils vont réussir? J'en suis pas certain. J'en suis pas certain parce que c'est un peu une pièce de théâtre. Oui, complètement. Je disais, j'en parle pas trop dans mon livre, mais il y a une dimension profane dans tout ça. Hein. Absolument. On est vraiment dans le profane, des choses très pas cartésienne, mais très très simple. On est dans les maths, on est dans la finance, on parle de choses très terre à terre en fait là. Et puis on peut parler aussi de choses plus de l'ordre de l'initiatique. Pourquoi il se passe ça à cette période et donc c'est avant tout des questions d'ordre spirituel qu'il faut se poser. Et donc moi j'ai pas mal investigué aussi ces dimensions-là pour comprendre quels étaient les enjeux. Et voilà, ça m'a conduit dans des sujets très décalés. Par exemple, je sais pas si vous avez entendu ces dernières semaines, on parle des extraterrestres dans la presse américaine. Ah oui, mais ça Donc fait partie on de se demande d'où ça vient, pourquoi. Alors ce n'est pas évidemment anodin. Donc il y a la présence extraterrestre, il y a la situation sanitaire, il y a la situation bancaire, il y a le réchauffement climatique, pseudo-réchauffement climatique. Voilà, on est sur plusieurs fronts en même temps, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à comprendre ce qui se passe, et ils se laissent embobiner, ils se laissent manipuler par la propagande des médias de masse. Voilà. Par rapport à tout ce que tu viens de nous dire, cette fameuse pièce de théâtre dont je partage avec toi les composantes et l'existence, c'est qu'il y a tellement de jeux de théâtre qui ont lieu en même temps. Hein. On parlait des incendies, on parlait de la santé, on parlait de l'atmosphère, on parlait de la chaleur, tout est en même temps. Et j'ai l'impression que ça impacte les gens de telle sorte que on est en pleine dissonance cognitive, ils savent plus où ils habitent, ils savent plus ce qui va se passer, et d'après les chiffres que je peux avoir, il y a environ, et c'est vrai, on l'a vu avec les votations en Suisse, au moins 50 à 60% de la population qui est complètement KO et qui continue à suivre le mouvement parce qu'ils sont dans la peur, ils sont dans le stress, ils sont dans l'angoisse. Ça, c'est la première chose. Et effectivement, ceux qui sont en face, ces fameuses personnes qui se jouent les marionnettistes, en fait, parce que ceux qu'on nous présente ne sont que des marionnettes, ils obéissent aux ordres, et souvent ils ont tellement de casseroles qu'ils sont obligés d'obéir, ce qui ne doit pas être simple tous les soirs quand on veut dormir, ou alors il nous faut quelques drogues pour pouvoir y arriver et s'échapper. Et moi, le sentiment que j'ai, c'est qu'on est dans un monde qui est en train de s'écrouler, ils le savent, et la fameuse phrase de Klaus Schwab, en 2030, vous ne posséderez plus rien et vous serez heureux, c'est en fait, ça cache une chose, c'est que nous ne posséderons plus rien parce que tout va s'écrouler, parce qu'ils ont décidé de faire tout s'écrouler pour s'approprier les biens et éviter leur faillite, mais créer la nôtre. Oui, c'est une dépossession planétaire qu'ils sont en train de mettre en place. Il y a un programme de réduction de la population. Est-ce que tu te rends compte que quand on dit ça, on a 60% de gens qui hurlent en disant c'est pas possible, c'est pas vrai, avec le fameux mot que nous sommes des... Oui. Alors que tout sort, on a de plus en plus d'informations sur la réalité de ce que nous exprimons. Eh bien, il y a des gens qui restent dans le déni.
Alors effectivement, pour beaucoup de gens, ça paraît invraisemblable parce que ça dépasse la réalité. C'est pas sans l'entendement. Ouais, ça dépasse la réalité qu'ils ont expérimentée jusqu'à présent. Ceci dit, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui se passe actuellement sur Terre a une dimension spirituelle, et en fait, c'est la clé de compréhension de ce qui se passe. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces forces-là, qui sont des personnes comme vous et moi, Ouais. dans des corps physiques incarnés ici sur cette Terre, en fait, sont influencées par des forces dans l'invisible. Donc ce n'est pas seulement... Nous ne sommes pas des objets. ce ne sont pas seulement des volontés individuelles, mais il y a une force sous-jacente, des forces sombres, qui agissent à travers des réalités différentes et des fréquences vibratoires plus basses, et qui travaillent sur cet agenda. Par exemple, je parle de temps à autre de la franc-maçonnerie, des loges, etc., qui sont directement impliqués dans... Mais majoritairement, ouais. Ouais, ouais, ouais. Et il y a beaucoup de gens qui sont dans ces organisations et qui disent « Ah mais non, dans la franc-maçonnerie, par exemple, on prône l'intégrité, etc. » Mais en fait, ça fonctionne comme une hélice inversée. Ouais. C'est-à-dire que les vérités qui sont enseignées dans ces loges, à la base, Au premier niveau, à la base, sont l'inverse de celles qui sont pratiquées en haut. troisième niveau. Voilà, donc c'est une hélice inversée. Ouais. Donc, d'où l'initiation, d'où la culture du secret, d'où le parcours pseudo-initiatique, donc pour attirer les foules à la base, pouvoir manipuler. Donc, je dirais que la plupart des gens qui sont dans ces organisations sont manipulés. Ils connaissent pas l'objectif réel de ces la finalité. Et je dirais que même dans la franc-maçonnerie, peut-être qu'il y a à peine 5 personnes en France, par exemple. Je pense qu'il y a peut-être à peine 5 personnes qui connaissent vraiment le rôle ultime de la maçonnerie, etc. Parce que c'est réservé à des gens qui ont porté allégeance à des énergies sombres, à Lucifer, à des énergies sataniques, etc. Donc il y avait un livre qui a été écrit par une personne que j'ai rencontrée. Alors, je te parle de ça il y a au moins 20 ou 25 ans, et je ne sais plus si ce livre est encore disponible. Ça s'appelait La Rose de Notre-Dame, et qui expliquait exactement tout ça, et comment certaines personnes, des gens brillants, se sont fait prendre dans le système. Alors, je pense que je vais aller un peu plus loin, je vais donner une explication, parce que c'est compréhensible qu'il y ait des personnes qui disent non, c'est pas possible, ça peut pas être ça, il peut pas y avoir de programme de dépopulation, etc. Comme je disais tout à l'heure, la situation qu'on vit actuellement, tout est en réalité spirituel, de nature spirituelle. Pourquoi? Parce qu'en fait, la réalité que nous expérimentons aujourd'hui est une vibration. Une vibration, Oui. Tout est énergie. Cette bouteille, c'est des atomes qui circulent, ok, mais c'est densifié, mais c'est une énergie. Nous sommes un paquet de vibrations. Voilà, donc tout est holographique. Donc ça veut dire que tout est en réalité illusion. C'est une illusion momentanée dans une réalité, dans une densification de l'énergie dans la matière. Et par rapport à la compréhension que j'ai, moi, de ce qui se passe, je vais la partager pour que ça soit plus clair. C'est ma compréhension avec toutes les recherches que j'ai faites et ce que j'ai pu comprendre, parce qu'il y a beaucoup aussi de désinformation, il faut être capable d'aller à droite, à gauche. Moi, ce que je comprends, c'est qu'à ce stade, bon, déjà, le Graal, c'est quoi? C'est l'immortalité, c'est-à-dire que nous sommes immortels. Nous sommes immortels. Au niveau de l'âme, oui. Voilà, au niveau de l'âme, nous sommes immortels. Donc, nous suivons un plan d'avoir accepté au niveau de l'âme de descendre dans la matérialité, dans l'incarnation, dans une réalité qui est une réalité bridée.
Limité. limité. Ouais, ouais, tout à fait. C'est-à-dire avec un spectre de conscience très limité par rapport à notre ouais. potentiel multidimensionnel. Alors voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est-à-dire qu'en arrivant, la structure qui nous accueille Mm. limite notre potentiel. C'est ça. Mais en fait, si nous n'acceptons pas d'être limités, nous pouvons développer ce potentiel. Oui, alors et il y a des personnes qui diraient ok, comment ça se fait, limité, etc. Alors, je dirais que il y a différentes civilisations, il y a très longtemps, ont manipulé notre bagage génétique et ont bridé notre spectre vibratoire et énergétique et multidimensionnel. Et c'est ce qui fait que on est très limité dans cette réalité sur ce qu'on peut faire, ce qu'on peut voir. Mais on peut faire un travail sur soi pour se débrider partiellement, tout du moins. Voilà. Donc il y a aujourd'hui un processus qui est en cours, un processus vibratoire, Oui. un On processus. le voit par les fréquences terrestres, entre autres, qui augmentent Voilà. régulièrement. Les fréquences énergétiques qui sont en train de changer. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a une accélération des forces sombres avec Absolument, leur programme. Parce qu'ils savent qu'ils sont en danger. Voilà, ils savent qu'en fait, ça devient de plus en plus difficile pour eux au niveau vibratoire de pouvoir exécuter leur plan, parce que leur plan peut être mis en difficulté par l'éveil, par la conscience. Absolument. Parce que comme tout est énergie et nous faisons tous partie de la même énergie en fait. Il n'y a pas entre vous et moi. Essentiellement, on fait partie de la même conscience. Et ça, on peut s'en rendre compte quand on fait des expériences, par exemple, d'état de conscience modifié, à travers différentes techniques. Hein. Absolument. Ouais. Mais je suis formé en hypnose, donc effectivement, arriver, et si on s'y met ensemble, à faire bouger les choses. Et en fait, cette prise de conscience qu'on n'est qu'une seule énergie, c'est là qu'on se rend compte de... Déjà, c'est hyper rassurant. Absolument. Parce qu'on se dit, mais c'est vraiment une pièce de théâtre qui se passe sur cette terre. On descend sur cette terre dans une famille qu'on a choisie avant l'incarnation, en choisissant certaines caractéristiques, en prenant une certaine personnalité, mais ce n'est qu'un véhicule momentané. Absolument. Et qu'on a eu de nombreuses incarnations pour pouvoir faire un cheminement qui appartient à un plan qui a été fixé par l'âme, d'avoir accepté cette expérience dans des réalités limitées et où certaines forces ont été utilisées pour la lumière. Parce que les forces sombres servent la lumière. Ça, faut le savoir. Il n'y a pas de lumière sans... Non, en fait, la force sombre, ce n'est que l'opposé de la lumière. Vous voyez ce que je veux dire? Absolument. Mais c'est pas dissocié. C'est pas séparé. Ça fait partie de toute façon de la même conscience. C'est simplement des entités qui ont choisi de s'écarter de la lumière. Parce qu'ils ont coupé leur connexion au cœur. En fait, tout fonctionne à partir du cœur. C'est l'énergie du cœur, c'est l'énergie de l'amour. Et tout fonctionne comme ça à travers nos centres énergétiques. Absolument. Voilà, les chakras, ceux qui sont dans le côté spirituel. Tous ceux qui veulent que nous ne possédions plus rien et que nous soyons, entre guillemets, heureux à leur façon, ce sont des gens qui sont purement et simplement dans la matérialité, à tel point qu'ils considèrent l'autre comme un objet. C'est ça. Nous ne sommes que des objets. Nous sommes un enfant qui naît est un chiffre d'affaires avec un numéro de matricule. Tout est calculé, tout est dans ce mental et cette matérialité qui va leur permettre de s'enrichir et de prendre le pouvoir sur l'autre, comme on prend le pouvoir sur un objet ou sur un animal. Sauf que l'animal, il a ses limites. Si je prends le chien, il peut aboyer de temps en temps et mordre s'il n'est pas d'accord. Il n'y a que les humains qui n'aboient pas ou qui ne mordent pas, ou très peu, en tous les cas. En fait, ces forces-là reposent, puisqu'elles n'ont pas accès au cœur, puisqu'elles ne développent pas leur énergie du cœur, elles ont tout basé sur la technologie, sur le contrôle. Déjà, les forces sombres, l'essence de leur pouvoir, c'est le contrôle. Oui. C'est une obsession, en fait, qu'ils ont de contrôler, en fait. Contrôler, manipuler, et de toujours défier, en fait, la force suprême, la force divine, en fait. C'est une sorte de rébellion. On parle de Lucifer, de l'ange déchu, qui s'est révolté contre l'énergie divine,
l'énergie du cœur. Et en fait, ces forces sombres donc utilisent la technologie. Et ce sont des gens de chiffres. Ils ne raisonnent que par des chiffres. Donc c'est pour la ça. macroéconomie que tu expliques dans ton livre, selon l'école autrichienne. C'est-à-dire qu'on Voilà. raisonne par des chiffres, Voilà. on raisonne par des statistiques. C'est ça. Et donc ça nous explique pourquoi ils ne peuvent pas comprendre la puissance que nous pourrions exploiter, ouais. si on se mettait ensemble, tous, dans cette dimension vibratoire. Voilà. Et pour donner un autre exemple, sous le régime de Vichy, d'ailleurs, je mentionne que l'herboristerie a été interdite. Absolument, en 41. Et qu'en fait, l'ordre des médecins en France a imposé le numerus clausus. Oui. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que les médecins ont été formatés pour Big Pharma et qu'on a fait la sélection sur les maths. Bien sûr. Donc on est arrivé à une situation où on a... Ce qui a changé, puisque avant, pour être médecin, il fallait plutôt faire philo, les humanités, latin, grec. Voilà. Donc on cherche des gens bien dociles. Absolument. Qui vont pouvoir prescrire... vous allez chez un médecin aujourd'hui, un médecin classique, hein, oui. qui est dans l'allopathie, qui a son... bon, il a même plus de bouquins avec les médicaments, c'est sur son ordinateur, mais il appuie sur 2-3 touches, mais il va même pas vous analyser, il va même pas chercher à comprendre ce qui se passe au niveau émotionnel. Il en reste encore quelques-uns. Ouais, à part certaines exceptions, ceux qui ont des spécialités, l'homéopathie, etc. Oui. Mais donc ce sont des robots, ils sont là pour... en fait, ce sont des prescripteurs de la pharma. Ce ne sont pas des médecins qui sont là pour faire... Ils ne font même plus les diagnostics. Parce que ils font ces prises de sang, ils envoient ça au laboratoire, ils ne font même plus eux-mêmes des diagnostics, vraiment. Quand ils ont des doutes ou ils savent pas, souvent, c'est pour ça que ça coûte très cher. La santé, le système santé coûte très cher, parce que tout de suite, on vous fait des examens, on fait une batterie de ça, une batterie de ci. Mais donc tout repose sur la technologie et tout est basé sur la technologie. Donc voilà, les facultés de médecine ont été contrôlées par la nouvelle médecine, comme je l'entends, a été développée par les Rockefeller. J'explique en fait, ils ont découvert qu'à partir de la houille de pétrole, ils pouvaient développer des molécules brevetables. Donc pouvoir initier des médicaments qui soient brevetés, qui puissent vendre cher. Absolument. Et alors dans certains cas, la chimie apporte des solutions plus rapides que des solutions naturelles, mais il y a des effets secondaires, il y a des maladies, il y a toutes sortes de choses. Et tu as raison, parce que cette chimie à partir du pétrole, pour faire des médicaments allopathiques, je me souviens, lorsque j'étais au Québec, avoir rencontré un jeune chaman qui avait fait ses études à McGill, à Montréal, et qui m'avait expliqué, un peu sous le ton humoristique, vous, les hommes blancs, vous avez cru nous voler notre médecine. Mais vous n'avez que reproduit l'essentiel, c'est-à-dire la partie chimique et non pas la partie physique, des plantes et autres systèmes et moyens que nous utilisons. Donc, vous avez récupéré la chimie de certaines plantes et vous l'avez reproduite à partir du pétrole, etc. Mais vous avez oublié une chose, c'est la dimension physique. C'est-à-dire que lorsqu'on met une feuille d'aloe vera sur une brûlure, il n'y a pas que l'aloe vera de la plante, il y a toute la partie vibratoire de la plante qui rentre en relation avec notre vibration humaine. Et c'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de médicaments chimiques dégradent la santé, plus elles correspondent peut-être à supprimer la douleur ou une certaine souffrance, mais ça joue aussi sur d'autres facteurs, parce que la vibration de cette chimie est souvent une vibration basse, une vibration négative, qui va déconnecter la partie du corps qu'on veut soigner et qui va la faire chuter en termes de vibration au lieu de l'élever en termes de vibration. Et c'est toute cette partie-là qu'on n'a pas récupérée, qui existe chez les peuples premiers. Mais pour en revenir alors, si je fais un petit peu la mise en cohérence de nos propos, selon tout ce que tu as pu voir, analyser, ressentir, les gens qui ont cette dimension spirituelle auraient, je le mets au conditionnel, le courage, la force, la possibilité de créer cette nouvelle monnaie et de la faire circuler.
est-ce que c'est sur eux que repose justement ce qu'on pourrait appeler ce nouvel âge, ce que j'aime pas comme terme parce que ça fait New Age et puis que ça englobe des choses pas forcément très claires. Est-ce que ce sont ces gens-là qui ont ce pouvoir-là, à condition de se réunir, de se mettre ensemble et de créer ça? Alors effectivement, je pense aussi que ça va se faire naturellement dans une situation de grande crise où les gens vont devoir de toute façon acheter, vendre et changer. Oui. Donc oui, il peut y avoir du troc, mais ça c'est limite. Donc un nouveau médium sous forme de pièces en cuivre, pièces argent, métal, ce serait la bonne solution, au moins pour payer et échanger des Alors, biens de comment se première procurer nécessité. ces minerais? Parce que Ben, c'est assez contrôlé. oui, n'importe qui peut émettre des pièces d'argent ou de cuivre en France. Il s'agit d'acheter la matière, Oui. trouver quelqu'un qui fait d'estampillage, qui peut faire ces pièces de différentes poids pour pouvoir répartir, pouvoir payer des biens de à différents prix, pouvoir rendre la monnaie entre guillemets. Donc ça, c'est une solution d'urgence. C'est une solution concrète C'est une solution concrète par qui rapport. permet d'avoir une valeur réelle entre C'est les ça. mains et d'établir rapidement la confiance. L'argent métallique aujourd'hui, il est largement sous-évalué, sous-évalué. Donc ça va prendre de la valeur. En plus, bon, actuellement, le cours est aussi manipulé comme l'or. Oui. Donc la Chine est en train de hausser le ton maintenant par rapport à ça, justement, ou parce que en Avec l'aide fait, de la Russie. peut-être aussi, mais en fait, il y a le fait que l'argent métallique soit sous-évalué. Je crois qu'il est autour de 25 dollars l'once, alors que son coût de recyclage est de environ 200 dollars. Donc, il devrait être beaucoup plus proche de l'or métallique, ce qui permettrait aussi son recyclage. Et c'est ce que la Chine est en train de faire, à laisser comprendre aux pays occidentaux maintenant. Donc, l'argent en métal risque de prendre de la valeur très rapidement. Donc, pour faire concret, vu ce qui se passe, oui, il faudrait que des sociétés françaises et suisses, il y a le savoir-faire, puissent commencer à émettre dès maintenant. Il y a des fonderies en Suisse. Oui, bien D'or sûr. et d'argent. Oui, oui, je crois que sur les 5 fonderies mondiales, il y en a 3 qui sont en Suisse. Oui. Donc on a un vrai savoir-faire pour ça. Donc de créer des pièces en argent et en cuivre et de pouvoir les faire circuler en fait déjà et qu'on puisse établir une référence dans les produits de grande consommation. Ok, ben j'ai des pièces en cuivre, combien il faudrait que je paye en pièces de cuivre pour acheter une baguette ou acheter des légumes, des choses comme ça, d'avoir un référentiel. Donc ça, c'est la première chose qu'il faudrait faire. Après, pour des transactions plus importantes, il peut y avoir des pièces d'or. Il faudrait qu'elles soient certifiées au niveau de la quantité des pièces en question, au niveau du poids et de la qualité, l'intégrité, de la pureté du métal. Donc ça, il y a aussi la technologie qui est là, qui permet de le faire assez rapidement, à travers des machines portatives ou des choses comme ça, pour vérifier l'intégrité des pièces et leur poids. Ce qui est tout autre chose par rapport au Bitcoin et autres monnaies, puisqu'effectivement, ceux que ça dérangerait pourraient débrancher les serveurs, et à ce moment-là, cette monnaie-là disparaît. Bah, le problème, c'est que la technologie, c'est bien, mais on est dans une situation où je pense que tous les coups seront permis. Oui, il peut y avoir des coupures d'internet, il peut y avoir des coupures d'électricité. Oui, je pense que c'est même dans l'agenda. Donc il faut être capable de gérer ce type de situation et pouvoir passer ces prochaines années. Moi, je pense qu'il y a 3-4 ans qui vont être... ces 3-4 prochaines années vont être très compliquées. Je pense que ça va monter en puissance jusqu'en 2025. Ouais. Donc après, je pense que il y aura des formidables opportunités. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand ces forces auront lâché, ne contrôleront plus le système monétaire, parce qu'il sera ouvert. J'explique dans mon livre, s'il faut abolir le cours légal, parce que le cours légal, c'est un cartel de monnaie. Le cours légal de l'euro, par exemple, est là justement parce que il est
imposée par coercition. C'est-à-dire on peut pas utiliser une autre monnaie pour payer, et toute personne est obligée d'accepter des euros. Mais à partir du moment où il y a une abolition du cours légal, les personnes pourront accepter la monnaie qu'ils veulent, la monnaie en qui ils ont le plus confiance. Comme on avait Voilà. autrefois au Moyen-Âge en France avec des monnaies régionales. Voilà. Et en fait, c'est ce qui permet la concurrence et la comparaison. Et là, on sait que l'euro, c'est une fiat monnaie, c'est une monnaie de singe. Oui. Les gens continuent à l'utiliser parce qu'ils sont obligés. C'est parce qu'ils n'ont Bien pas le sûr. choix et qu'ils ne peuvent pas comparer à d'autres monnaies adossées à des actifs réels. Mais à partir du moment où l'or physique, par exemple, ou l'argent métal deviennent ouverts et que chacun peut payer en argent ou en cuivre ou en voilà, l'euro il disparaît. Donc L'euro ça veut dire que c'est ceux qui sont, je veux dire, la force noire, hein, on va revenir sur Star Wars, Oui. La force noire peut demain matin voter une loi comme quoi frapper monnaie est interdit. Oui, il pourrait le faire. D'ailleurs, mais la loi de il y a des limites. 73 en France, qui a été signée par Pompidou et qui donnait à la banque Rothschild le droit de frapper la monnaie à la place de l'État, va dans ce sens. Alors justement, c'est bien que tu mentionnes ça, c'est qu'en fait, il y a pas mal de gens qui pensent que bon, on a compris que avant c'était l'État qui émettait la monnaie, Oui. les résultats étaient les mêmes quasiment les mêmes que la situation où ce sont des privés, des intérêts privés, des intérêts financiers privés qui émettent la monnaie. En fait, dans les deux cas, que ça soit gouvernemental ou que ça soit des corporations, des sociétés privées, le résultat est le même, c'est-à-dire qu'ils impriment de la monnaie à partir de rien, Oui. à travers l'inflation. Puisque Donc, ce sont les politiques, voilà. dans un cas ce sont les politiques Ouais. qui font tourner la planche Voilà. à billets, dans l'autre cas ce sont Des sociétés privées qui ont créé des marchés financiers, de la spéculation de manière exponentielle, encore pire que le système étatique, parce que pendant le système étatique, évidemment, il y avait le marché financier, toutes sortes de produits, dérivés, etc. Mais donc dans les deux cas, on aboutit au même résultat. C'est pour ça que, pour moi, la monnaie doit être émise par différents acteurs, qu'elle puisse être comparée, qu'elle soit en concurrence, et que l'État ne joue uniquement un rôle de certificateur de la qualité et du poids, mais qu'il faut retirer complètement le pouvoir d'émettre la monnaie par l'État, parce que remettre le pouvoir de la monnaie à l'État, c'est la porte ouverte à tout ce qui s'est passé dans l'histoire et dans le passé. Absolument. C'est la création de monnaies frauduleuses et de la fausse monnaie, tout simplement. Donc, on pourrait imaginer une coopérative populaire où chaque habitant du pays a une part de la coopérative, lui donne un droit d'accès, de contrôle de la valeur de cette monnaie. Alors je pense que de toute façon, la monnaie en tant que telle doit remplir un certain nombre d'obligations. Par exemple, si vous avez une once d'or c'est 32 grammes, et puis si vous essayez d'obtenir de la marchandise avec cette once d'or, alors qu'en réalité vous l'avez grattée puis qu'elle fait que 25 grammes, il y a des règles C'est ça. à respecter. D'honnêteté en fait, d'intégrité par rapport à ce que vous échangez. Ça repose sur une confiance Oui. des utilisateurs. Donc il faut évidemment qu'il y ait des contrôles. Alors ces contrôles pourraient être faits par l'État, mais aussi par des organismes privés. Mais le plus important, c'est que il doit y avoir cette abolition du cours légal. Il doit sauter. C'est-à-dire que c'est le seul moyen de garantir une monnaie honnête et saine, des monnaies honnêtes et saines qui sont adossées à des actifs réels. C'est parce que on est arrivé dans cette situation de cartel monétaire parce que justement on a une monnaie imposée par le cours légal. Donc à partir du moment où ce cours légal il saute, toutes les fiat monnaies disparaîtront. L'euro disparaîtra à partir du moment où le cours légal, où il y a des monnaies différentes qui commenceront à circuler. Alors il y a beaucoup de gens qui travaillent sur des monnaies alternatives, mais les monnaies alternatives sont indexées à de la fiat monnaie. Donc ce sont ni plus ni moins de la fiat monnaie, mais qui ont un nom différent. Donc ça n'a aucun sens, aucun.
par rapport à ça, et par rapport à tout ce que tu as écrit dans ton livre, avant d'en arriver à les arguments pour sortir de l'euro, ce que je retiens, c'est que on retrouve dans la dimension spirituelle la valeur des métaux précieux, qui sont conducteurs, mais qui sont porteurs de ces vibrations et de cette spiritualité. C'est pas par hasard que les anciens utilisaient l'or, l'argent comme métal pour propager, pour diffuser alors on peut appeler ça les mantras, les prières, etc. On retrouve ça dans toutes les religions. Ça veut dire que non seulement l'or a une valeur intrinsèque pour des échanges matériels, mais c'est aussi, et je reviens sur la notion de confiance dont tu parlais, puisque comment faire en sorte d'avoir une monnaie stable, une monnaie qui a une vraie valeur, qui repose sur l'or matière ou l'argent matière, et cette valeur est contrôlée par le peuple. Et je crois que, moi je fais un peu l'analyse ou la synthèse des choses, c'est en fait que cette confiance, à travers la matière, elle est diffusée. C'est-à-dire si je donne une pièce d'or à quelqu'un, je lui fais confiance sur la prestation qu'il va m'offrir. Et donc cette pièce d'or, elle porte plus que sa valeur matérielle. Elle est porteuse aussi d'une vibration. Oui. Il y a cette dimension spirituelle Exact. dans la matière. Exact, parce que c'est un échange énergétique. C'est ça. En fait, la monnaie, c'est un échange, c'est une énergie en fait. Absolument. C'est une énergie et qu'on doit faire circuler. Voilà. Et quand vous payez avec quelqu'un avec une carte, alors qu'avec des pièces, ça a une autre signification. Surtout il y a une distanciation, il y a une atomisation des relations d'échange. Si ma pièce d'or, elle est chargée de respect, de confiance, d'honnêteté, et que je la transmets à quelqu'un, je lui transmets du respect, de la confiance et de l'honnêteté. Là, on est en train de changer vibratoirement la relation entre les uns et les autres. Oui, parce que de toute façon, aujourd'hui, la plupart des paiements sont faits par carte, de manière numérique. Donc, il y a plus d'échange, c'est du 0 et du 1. C'est de l'informatique, c'est des chiffres. À nouveau, comme on en discutait tout à l'heure. Effectivement, il y a cette dimension-là. Dans une période de grande crise, donc on peut envisager d'utiliser du cuivre, de l'argent et des pièces d'or pour circuler, parce qu'on n'aura pas le choix. Ça va se faire naturellement. Il n'y a même pas besoin ça va se faire naturellement. À un moment ou à un autre, il y a ces pièces qui vont circuler. En cas de grosse crise, bon, alors j'anticipe par rapport à ce qui risque de se passer au niveau monétaire, bancaire et pandémique, parce que là ils sont en train de préparer. Sur le plan alimentaire. Ouais, voilà. J'anticipe qu'il va y avoir une scission de la population en deux catégories. Oui. Ceux qui vont se soumettre. Oui. Ceux qui seront dans les villes principalement, ils ont déjà testé. Voilà, ils repasseront à la casserole pour se faire injecter, etc. Il y a une sorte de propagande qui va se mettre en place, même s'il y a un scénario un peu différent qui peut être en train de se profiler, c'est que le prochain variant, ils vont pas en faire de la pub autant, mais il sera plus virulent. Mais il y aura donc cette logique de vaccination qui va continuer à être perpétuée. Et donc il y a ceux qui se soumettront, qui n'auront pas compris ce qui se passe, qui n'auront toujours pas compris ce qui se passe et qui ne voudront pas chercher à se poser des questions. Il y aura des gens... C'est difficile quand on s'est fait escroquer de l'avouer. Oui. Surtout quand on s'est fait escroquer psychologiquement. C'est presque pire que de s'être fait escroquer matériellement. Donc il y a deux, à mon avis, catégories de personnes, ceux qui se soumettront, ceux qui ne voudront pas se soumettre. Donc ils vont réorganiser. Il y a déjà des processus en cours avec Louis Fouché et d'autres groupes partout en France qui commencent à s'organiser. Donc il y aura ceux qui vont se mettre en marche, qui refaire société de manière différente, en se recréer le village. Voilà, repeupler les campagnes, parce que clairement dans une situation comme ça, le mieux c'est de retourner dans le monde rural, avoir une maison, voilà, avoir un jardin et puis créer des coopératives. Il y a plusieurs personnes en France qui commencent déjà à avoir des concepts comme ça.
Et donc voilà, pour passer le cap, comme je disais tout à l'heure, c'est un enjeu. L'enjeu de l'humanité, il est vibratoire. Oui. C'est un passage de la troisième dimension, c'est-à-dire une réalité très limitée de par notre bagage vibratoire et notre ADN qui ont été Il faut bridés. l'accepter, ça aussi. Voilà. Donc il y a une sorte de réactivation de cette énergie. Il y en a qui parlent de filament d'ADN, donc d'ascension vibratoire pour passer de la troisième à la cinquième dimension. Donc cette planète a vocation basculer vibratoirement. Et pour que ces forces sombres disparaissent, parce que là elles sont en fait malgré elles, ces énergies sont en train de s'activer. Il y a des énergies planétaires, mais il y a des énergies Oui. extraplanétaires. Bien sûr. Toutes les Oui, influences tout est relié. des planètes ont une influence. Et moi, ce que j'entends, c'est que cette planète a vocation à ascensionner vibratoirement dans la cinquième dimension. Donc l'enjeu de l'humanité aujourd'hui, c'est un éveil de conscience et une réactivation de l'ensemble des filaments d'ADN qui nous composent pour récupérer notre multidimensionnalité. C'est la porte de sortie, semble-t-il, une des seules pour pouvoir s'extirper de ces forces sombres qui cherchent à tout contrôler, tout manipuler, à imposer leur transhumanisme, etc. Si je pousse ton raisonnement le plus loin possible, voire même par l'absurde, c'est la porte de sortie. Puisqu'à l'heure où nous quittons cette terre, nous échappons justement et nous rentrons dans cette cinquième, voire sixième, septième dimension. Notre âme, elle, survit et rentre dans cette dimension de l'amour. Donc, est-ce qu'on veut le faire de notre vivant ou est-ce qu'on doit attendre que notre corps meure? Parce que ce n'est jamais que notre enveloppe terrestre qui se désagrège et qui meurt, alors que ceux qui sont dans la force noire aimeraient pouvoir vivre 300 ans et survivre à tout ça, mais parce qu'ils n'ont pas compris que c'est leur âme le plus important, leur cœur et leur esprit qui est leur force. Alors justement, c'est juste par rapport à la technologie et justement pourquoi ils cherchent l'immortalité, c'est qu'ils veulent éviter les cycles d'incarnation, parce qu'ils sont prisonniers de ce cycle comme vous et moi. Donc ils perdent leur pouvoir. Voilà, donc en fait, eux, pour pouvoir interagir dans ce monde 3D, ils sont obligés de faire comme tout le monde, de passer à travers un cycle d'incarnation. Il y en a qui disent que le plan qu'ils ont actuellement, il date de plus de 3 siècles. Et puis il y en a qui se disent mais non, mais c'est pas possible. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 3 siècles, il y a ce plan qui se met en phase et qui. Mais c'est souvent les mêmes personnes qui reviennent, qui se reprennent, qui se réincarnent et qui continuent le plan au fil du temps. Ces forces-là sont rassemblées dans un groupe et c'est les mêmes qui à chaque fois se réincarnent au fil du temps pour continuer le programme. Ça, c'est une supposition parce qu'on n'a pas de preuve formelle. Mais il y a une partie qui doit effectivement faire partie de ce plan. Après, je pense qu'il y a d'autres éléments qui viennent compléter pour pouvoir continuer le programme. Et puis, il y a des gens qui volontairement rejoignent ce programme parce qu'ils ont besoin de pouvoir. Oui. Ils ont la pathologie du pouvoir et parce que la pathologie du pouvoir supplante la pathologie de l'argent. Oui. Ils ont besoin de l'argent pour financer leur pouvoir. Oui, alors justement, aujourd'hui, bon, on le voit au niveau politique, il y a beaucoup de gens qui sont affiliés à ces forces-là. Quand vous voyez Alain Berset sur un char oui. à la Pride faire le signe, oui. Donc ces gens-là se révèlent. Absolument. Ils révèlent leur allégeance. Absolument. Comme Doris Dotard avec les cornes rouges. Parce que ils sont persuadés que ça y est, ils ont le pouvoir et ils sont immunisés, ils ne craignent rien, ils sont protégés. C'est à ce moment-là que ça chute. Bah, ces manifestations visibles, en fait, ils révèlent leur allégeance énergétique. Donc, on a compris que ces personnes-là travaillent pour l'agenda. Ça me fait penser à la fin de l'Empire romain. J'ai l'impression qu'on est en plein dedans. Et que tous les empires qui se sont effondrés ont pratiqué exactement les mêmes comportements, les mêmes règles, les mêmes lois, les mêmes dictatures, et ils se sont tous effondrés les uns après les autres. Et que j'ai du mal à comprendre que ces gens dont tu parles, qui révèlent leurs allégeances, eh bien,
n'ont pas compris qu'ils allaient s'effondrer eux aussi. Alors oui, je pense que ils sont pris dans ces forces. Je pense que ceux qui rejoignent ces forces ont voué allégeance à une énergie, Oui, et je pense que c'est compliqué pour eux après d'en sortir. Ouais, de s'en extirper. Donc une fois qu'ils sont pris dedans, parce qu'il y a toutes des règles oui, initiatiques, bon, il y a le satanisme, je vais pas rentrer en détail là-dessus, mais c'est toutes des rituels qui sont faits. Et une fois qu'ils sont pris dedans, c'est à mon avis très compliqué d'en sortir. Et effectivement, bon, ils suivent le train, mais ce qu'ils savent pas, c'est qu'il y a des forces en présence, des forces puissantes, des forces de lumière, cette fois-ci, pas des forces sombres, mais des forces de lumière très puissantes qui sont là, dans le visible, dans l'invisible, et qui agissent pour pouvoir faire cette transition vibratoire. Et donc, je parlais des extraterrestres tout à l'heure, ça va faire sauter au plafond peut-être certaines personnes, mais la question extraterrestre est sur la table depuis très longtemps. Donc, les extraterrestres ont toujours existé. Pourquoi le fait qu'ils en parlent dans la presse aux États-Unis en ce moment, c'est pas par hasard. C'est déjà pour faire diversion, et aussi potentiellement pour faire peur aux gens qu'il pourrait y avoir une invasion extraterrestre, présenterait un danger, alors que c'est totalement faux. Alors, il y a des extraterrestres. Moi, dans mes recherches, suite à mon retour des États-Unis, j'ai effectivement découvert que les Américains étaient rentrés en contact avec des extraterrestres peu fréquentables, des extraterrestres qui ont une origine clonée de la constellation de Reta Zeticuli, et qui sont rentrés en contact avec les Américains au début du XXe siècle et qui ont fait un deal d'échange de technologies contre des expérimentations humaines, parce que c'est une race d'extraterrestres qui ne peuvent pas se reproduire naturellement. Ils ont pas d'émotion, en fait, ils cherchaient à acquérir des gènes ou des capacités pour pouvoir avoir des émotions. Donc ils ont fait un échange, un deal, voilà. Donc c'est pour ça qu'on a avancé de manière si fulgurante au niveau de l'électronique. Il y a des anomalies sur le développement technologique dans tout ce qui est électronique et informatique et tout ça, alors que dans le transport, dans l'énergie, ça n'a pas bougé. On a toujours le train, on a toujours l'avion, donc il y a des grosses anomalies. Donc on nous met dans un périmètre technologique pour nous contrôler en fait. Et l'enjeu vibratoire est aussi un enjeu technologique qui va nous permettre donc d'écarter ces forces sombres, qu'elles disparaissent, et de pouvoir réintégrer plein de nouvelles technologies qui sont dans la propriété intellectuelle, qui ont été empêchées. Donc aujourd'hui, on peut se passer du nucléaire, on peut se passer du pétrole, on peut se passer de l'électricité. Il y a plein d'autres technologies qui ont été développées, notamment par Nikola Tesla. Et dans la propriété intellectuelle, aujourd'hui, il y a tout ce qu'il faut pour résoudre tous les problèmes qu'on a aujourd'hui. De nourriture, on dit qu'on est trop nombreux. La propriété intellectuelle est une arme économique. C'est un moyen qui est utilisé par la haute finance pour maintenir les gens en cage, éviter que sortent dans le public des énergies qui soient librement disponibles, gratuites, qui permettent de se chauffer, qui permettent de faire le froid, qui permettent de cultiver sans engrais chimiques. Par exemple, je mentionne dans mon livre Ciba Gégé, maintenant qui appartient à Novartis, qui est dans les années 89, 91, a découvert, c'est des deux scientifiques qui travaillaient pour Ciba Gégé, qui ont découvert que en exposant un champ électrostatique aux vivants, que par exemple des poissons ou des cultures, et en fait elles retrouvaient leur ADN originel. Absolument. Donc avec une croissance beaucoup plus importante, des rendements beaucoup plus importants, une résistance aux insectes, et du coup donc cette technologie elle existe, elle est dans la propriété intellectuelle, et elle pourrait résoudre tous les problèmes, doubler, tripler la production de blé, du jardin, sans utiliser de produits chimiques. Voilà. Donc il y a déjà des expériences qui sont faites avec des gens qui ont des potagers et qui mettent en boucle le canon de Pachelbel. Et les scientifiques se sont aperçus que le canon de Pachelbel nourrit les 8 acides aminés essentiels des humains et de l'humanité. Donc tu mets ça dans ton poulailler, tu mets ça à écouter en permanence, même très bassement,
à tes carottes, à tes pommes de terre, et tu as des résultats absolument incroyables. Il y a des vidéos là-dessus sur YouTube qui sont magnifiques. Donc effectivement, on a tout ça. On peut imaginer qu'un jour, un pays avec des dirigeants illuminés décide du jour au lendemain justement de passer à ça. On va redevenir bio, on va produire de l'électricité gratuite, on va produire des aliments de qualité grâce justement à tout ce qui est vibratoire pour justement être un peu la soupape du monde dégénéré. Ça pourrait être un beau projet d'entreprise, j'allais dire tout du moins un beau projet communautaire. Je pense qu'il y a des opportunités qui sont fabuleuses, qui vont se développer. Là, on est dans une période transitoire, qui est une période qui va permettre à de plus en plus de personnes de se réveiller. Une fois que cette période sera passée, il y aura des opportunités incroyables, qu'on puisse retrouver vraiment fondamentalement nos libertés de déplacement, etc., des nouvelles technologies. Aujourd'hui, on ne devrait plus avoir de train, on ne devrait plus avoir de bus. Il y a la technologie, il y a des soucoupes volantes qui sont utilisées par l'armée américaine dans des bases secrètes depuis très longtemps. Donc il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir créer un nouveau monde, construire un nouveau monde avec de formidables opportunités et la possibilité de voyager sur d'autres planètes, dans l'espace-temps, sur d'autres planètes. Et donc je vous parlais de force en présence, donc évidemment il y a les forces spirituelles qui sont là en présence, mais il y a aussi une force extraterrestre qui est en présence, qui est en attente, qui est en orbite et qui garde la main sur ce que ces forces sombres parce qu'ils peuvent pas faire n'importe quoi. Ils ont déjà évité un certain nombre de catastrophes, notamment nucléaires. Ouais. Exact. Donc, ils gardent parce qu'en fait, ces forces extraterrestres sont des forces qui viennent de différentes planètes, qui sont beaucoup plus avancées spirituellement que nous. Ils savent que si jamais nous avions une guerre nucléaire, ça va déstabiliser tout le système en entier. Voilà. Donc, ce sont des civilisations très avancées spirituellement et technologiquement. Et ils ont une force de frappe qui est beaucoup plus importante que ces forces sombres. Donc ils sont là, ils sont en attente, ils contrôlent ce qui se passe. Il y a certaines choses qu'ils peuvent faire. Ouais. Mais ce que j'entends, moi, c'est qu'il y a ces équipes qui sont là en orbite, mais il y a des équipes au sol. Donc il y a pas mal de gens en fait qui sont au sol et qui sont en train de préparer la transition, etc. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'à terme, je pense assez rapidement, une fois que ces forces sombres auront été neutralisées, je pense qu'on arrive vraiment à la fin là. On est vraiment à un moment critique où ça va s'accélérer et on approche vraiment la fin parce qu'ils sont en train de faire de plus en plus d'erreurs. Oui, justement parce qu'ils veulent. Voilà. Ils n'ont plus le côté stratégique et je pense que toutes ces forces de protection qui existent savent aussi que les humains doivent vivre un moment de chaos terrible et doivent souffrir dans leur chair pour comprendre. Parce qu'on aura beau leur dire, on aura beau être des gens éveillés, on aura beau peut-être avoir reçu pour certains des messages ou des missions d'éveil. Pour autant, nous sommes ostracisés, nous sommes repoussés, nous sommes moqués. Et de ce fait, il est clair que l'humain doit souffrir dans sa chair, doit voir mourir des êtres chers pour comprendre que le message qu'ils ont reçu sont vrais, qu'ils les ont repoussés et que de ce fait, ils en souffrent et ils en souffriront. Et je pense que c'est à partir de ce moment-là que quelque chose de nouveau pourra se construire. Mais malheureusement, les gens ne comprennent que dans la souffrance. Je pense qu'il n'y a pas de sauveur. On voit bien. Nous sommes nos propres sauveurs. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui suivent Donald Trump aux États-Unis en pensant que, c'est le Messie. Oui. Mais il n'y a pas de sauveur en tant que tel. Bon, les États-Unis, ils gèrent leurs problèmes. Nous, faut qu'on gère nos problèmes. Absolument. Qui travaillent pour des forces blanches, je le pense. Ouais. Je le pense, c'est une évidence vu la façon dont il est diabolisé. Il ménage la chèvre et le cheveu, on va dire, parce qu'il faut qu'il passe entre les gouttes. Il y a pas mal de gens qui pensent qu'il est toujours président des États-Unis, ce que j'ai tendance à penser aussi. Mais bon, on sait pas trop ce qui se passe en coulisses. Mais tout ça pour dire que finalement, c'est nous, à notre propre niveau, au niveau local, qu'on va pouvoir se réorganiser, refaire société. Je pense qu'il va y avoir aussi une forme de saturation du numérique, parce que du matériel même, je dirais plus. Oui, parce que les gens sont isolés, ils se parlent plus et tout ça.
Et en fait, c'est antinomique avec la réalité de qui nous sommes vraiment. On a besoin d'altérité Ouais. pour grandir. On a besoin d'émotions, Oui. on a besoin d'échanger des choses. C'est notre vraie humanité. Et ces forces-là sont inhumaines. D'ailleurs, elles sont pas. Je vais pas aller trop loin là dans l'explication, mais ces forces-là, fondamentalement, ont une origine reptilienne. Que certains prétendent. Ouais, elles ont une origine qui viennent d'autres planètes, donc il y a des mondes sombres, et il faut le savoir, il y a des planètes sombres, il y a des mondes sombres. Ça ne veut pas dire que tous les formes reptiliennes sont néfastes ou malveillantes, hein. Il y en a qui sont bienveillantes, etc. Mais fondamentalement, ces forces qui agissent sur les marionnettes là ont une origine qui n'est pas terrestre, pas humaine. Voilà. Alors, Jean... C'est pour ça d'ailleurs que dans les ressources humaines, on a changé la terminologie. Avant, on appelait le service du personnel, etc. Oui. Voilà. Mais ressources humaines. C'est comme si on était que des ressources. Bien sûr. Nous sommes des objets aux yeux de certains. On va en venir à ton livre pour terminer cette interview. Parce qu'on pourrait, je crois, durer encore. Ça pourrait durer des heures. Parce qu'il y a plein de sujets, en fait. Bien sûr. Il y a plein de. Ouais, moi, j'ai essayé de faire des ponts entre les différents événements. Oui. Parce que je parle pas que de la monnaie. J'utilise la monnaie comme colonne vertébrale. Puis je parle de différentes choses. Mais, en fait, ce que j'ai voulu faire, c'était faire des connexions. Des passerelles entre les différentes choses. Tout est relié. Si on revient à la physique quantique. Tout communique entre tout. Donc le suicide monétaire, et je reviendrai sur donc la seule monnaie véritable, c'est l'or physique. Alors je pense qu'on est dans une période encore transitoire où on utilise la monnaie, c'est un moyen d'échange, oui. Mais qu'à terme probablement qu'on n'aura plus besoin de monnaie parce qu'on sera dans un système qui sera différent. Parce qu'on sera dans un monde d'abondance et qu'on n'aura pas plus à utiliser ce médium-là. À court terme, c'est ce qui, de toute façon, le système tel qu'il est construit aujourd'hui, comme je le dis dans mon livre, a en lui les germes de sa propre destruction. Donc, d'une façon ou d'une autre, le système va pas perdurer, il va s'effondrer de lui-même. Et voilà, donc je donne aussi des recommandations en fin de livre sur ce qu'il faut faire. Il faut débancariser. Il faut potentiellement acheter de l'immobilier, même s'il est surévalué. Il faut pas avoir d'argent sur des comptes bancaires. Peut-être acheter un peu de crypto, mais moi je conseille de la crypto qui est adossée à des actifs réels, oui. L'or métallique ou l'argent métal. Il y a certaines cryptos qui commencent à se développer comme ça, qui sont complètement backées, tokenisées. Donc on peut te rejoindre sur t'as des blogs d'information. Alors moi j'ai deux podcasts, un podcast qui s'appelle franceliberté.tv et puis l'autre c'est Conscience Astrale. Conscience Astrale, c'est deux chaînes que j'ai sur YouTube et il y a deux sites qui sont associés et puis ils sont consultables sur les plateformes de podcasting, Spotify, Apple Podcast. Les gens qui veulent t'interviewer ou avoir des conseils, ils peuvent te contacter. Oui, ils peuvent me contacter. On mettra tes coordonnées sur la vidéo. Ouais, sur franceliberté.tv. En un seul mot, France Liberté. Ouais, franceliberté.tv et puis dans le formulaire de contact, et puis on peut me joindre. Merci Ludovic. Merci à vous. C'était riche. À bientôt. Merci, à bientôt.